Je vais très rapidement vous donner le programme tel qu'il est conçu. Nous allons commencer par la présentation des intervenants d'aujourd'hui. Il y en a 3. Juste après la présentation de façon lapidaire des intervenants, il y aura une autre présentation, mais beaucoup plus approfondie, beaucoup plus détaillée de l'auteur, celui qui a écrit cet ouvrage, dont le titre est « La révolte métaphysique d'un jeune Congolais ». Nous passerons à l'intervention du modérateur. Et juste après l'intervention du modérateur, le professeur Kamana va de manière très succincte nous résumer le livre. Nous allons assister à un tout petit entretien entre Freddy Mulumba et l'auteur. Cet entretien va tourner autour des motivations qui ont conduit précisément l'auteur à rédiger cet ouvrage et bien d'autres questions. Et puis, il est prévu également une interaction, c'est-à-dire un échange entre vous, et oui, vous et l'auteur. Vous avez peut-être des questions, des propositions, des préoccupations. L'auteur sera là pour vous répondre. Et nous terminerons par un cocktail qui est prévu à la fin de la manifestation. Donc, sans plus tarder, voici les 3 personnalités qui vont devoir animer, si vous voulez, la manifestation d'aujourd'hui. Je commence par Freddy Mulumba Kapwai. Aujourd'hui, il est modérateur, il fait office de modérateur, mais il est, peut-être vous le savez déjà, le directeur général adjoint de la RTNC, le média officiel. Il est politologue, journaliste à la base. Nous avons le professeur Kamana. Le professeur Kamana est philosophe. C'est une illustre personnalité dans le monde intellectuel, une icône, un savant, une sommité, comme on l'appelle, comme on le désigne. Il est auteur de plusieurs ouvrages. Il est aussi professeur, il enseigne dans plusieurs universités. Et il a justement, préfacé le livre d'aujourd'hui, le livre de Guillaume Manjolo. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'auteur. L'auteur de l'ouvrage qui vous sera présenté aujourd'hui, Guillaume Manjolo. Qui est-il? Il y en a peut-être qui ont l'habitude de le voir à travers les médias, notamment sur Télé 50, où il participe à plusieurs émissions de débats intellectuels. Mais qui il est exactement? Guillaume Manjolo, c'est le fils de Manjolo Jonas, haut fonctionnaire et politique, signataire de l'acte de l'indépendance à Bruxelles. Guillaume Manjolo est né le 29 juin 1964, alors que son père était ministre de la Jeunesse, de la Justice, de l'unité kassaïenne à Chikapa, et d'une mère diamantaire, tous deux décédés. Le 6 février 1980 pour le père et le 20 février 2018 pour la mère, paix à leur âme. Après son baccalauréat en 2004, il crée en Belgique le Parti républicain qu'il préside jusqu'en 2009, avant d'entrer à l'UNDC, où il est promu secrétaire général depuis 2016. Guillaume Manjolo est conseiller à la coopération internationale et régionale, et puis aux affaires étrangères de 2008 à 2016. Diplomate, politique et numéro 1 de l'intégration régionale africaine, après le ministre des Affaires étrangères. Guillaume Manjolo est avocat, penseur, au sens de Kamana, écrivain en philosophie politique. Guillaume Manjolo a publié successivement Ma nation, de la dégénérescence d'une nation et de sa renaissance en 2007, édition Mabika. Il a aussi publié Dans le ventre du désespoir, petite philosophique entre amis, en 2010, toujours
toujours à l'édition Mabika. Il est aussi auteur de L'homme et la structure, publié en 2013 à l'édition Mabika toujours. Et puis, maintenant, il publie le livre dont il est question. La révolte métaphysique d'un jeune Congolais, dialogue et ajustement. Un jour, j'étais à Yaoundé. C'était lors d'un séminaire sur la francophonie. J'ai rencontré le professeur Miyamba, qui l'avait vu. Et je lui pose la question, est-ce qu'il avait vu Kamana? Il m'a dit qu'il l'avait vu parce que j'avais lu un article de Kamana dans Zaïre Afrique, décembre 1980. Les drames intellectuels zaïrois. Ça m'avait beaucoup frappé et j'ai fait parler même pour la rencontrer. J'étais à Bafoussam, j'ai fait une semaine avec lui, c'est comme ça que j'ai découvert. Je pense qu'on a quand même travaillé longtemps avec lui pour que sa pensée soit aussi connue à travers notre peuple. Maniolo, c'est un grand ami aussi, on s'est reconnu bien. Un homme très rigoureux, exigeant. On a apprécié son caractère. Professeur Kamana, il y a quand même un débat chez nous à Kinshasa ici avant d'entrer dans le vif du sujet. On voudrait savoir qui est philosophe, qui ne l'est pas. Et deuxième chose, qui est intellectuel, qui ne l'est pas. Et troisième chose, est-ce qu'on peut avoir des intellectuels dans une société des médiocres comme la nôtre? Pour ça, vous avez la parole. Vous m'embarrassez avec ces types de questions que vous posez. D'abord, concernant qui est philosophe et qui ne l'est pas, je ne suis pas sûr que si vous et moi, nous parlions dans notre langue maternelle, vous m'auriez posé cette question-là. Parce que nous aurions des difficultés à pouvoir traduire dans notre langue ces concepts de philosophe tels qu'il nous a été transmis dans notre formation universitaire. Mais puisque nous parlons français, essayons de donner à ces mots de philosophe la dimension publique de celui qui cherche à réfléchir sur les problèmes de fond de sa société, qui ouvre des orientations pour éclairer l'avenir, qui éduque les populations pour résoudre ces problèmes et qui, à travers cette éducation, ouvre de perspectives d'organisation et de voies de grandes utopies pour changer la société et faire qu'elle soit à la hauteur de ses propres idéaux. Alors, si tel est le point de départ, on pourrait dire que le philosophe, on le reconnaîtra par sa manière de penser, par sa manière de vivre, et de plus en plus par son intégration dans la longue histoire des hommes qui réfléchissent et qui cherchent des solutions. Tout le monde peut-il être philosophe? C'est à chacun de décider s'il s'inscrit dans cette tradition de la pensée, de la recherche des solutions aux problèmes, ou s'il fait comme nous le faisons souvent chez nous au Congo et que nous sommes connus de plus en plus en tant que Congolais dans le monde entier, s'il s'inscrit dans la dynamique de la jouissance
et dans la dynamique de ce qui est devenu aussi l'une de nos caractéristiques, la dynamique de la médiocrité. Alors, qui est philosophe au Congo? C'est celui qui lutte contre la médiocrité et celui qui lutte contre les styles de vie de la jouissance, style qui détruit de plus en plus notre pays aujourd'hui. Et si vous regardez maintenant l'intellectuel, du point de vue de ce que je viens de définir pour le philosophe, je crois que ce que nous appelons intellectuel, surtout chez nous au Congo, c'est une classe de personnes capables de sortir le pays de la médiocrité et de lui ouvrir des voies du changement véritable que nous cherchons, c'est-à-dire des hommes et des femmes capables de changer ce pays et d'en faire ce qui doit être le cœur de la transformation de l'Afrique et je dirais même le moteur d'une certaine altermondialisation que nous pouvons construire à partir de nos bases culturelles et à partir de notre volonté d'être congolais, mais au sens plus profond, c'est-à-dire au sens de ce que nous ne sommes pas ou de ce que nous ne sommes plus aujourd'hui. Y a-t-il alors des intellectuels au Congo? Vous-même, vous avez parlé de la médiocrité. Nous sommes tellement médiocres. Discussion permanente de nos problèmes de société et pour la construction de notre avenir. Vous croyez encore? Effectivement, il faut aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit ici, autour de ce livre de Guillaume Manjol, La révolte métaphysique des jeunes Congolais. Ce qui nous réunit, c'est la possibilité pour ceux qui cherchent des solutions aux problèmes de notre pays de se retrouver ensemble, de regarder les réponses que l'un d'entre nous donne de ces questions et d'avoir un débat sur ce que nous pensons. Ça devrait être aujourd'hui notre culture fondamentale, la capacité de débattre, d'échanger, de trouver ensemble des voies pour que l'homme congolais se respecte, soit respecté dans le monde. Et nous ne pouvons faire cela que si nous sommes dans une culture du débat permanent, de l'analyse, de la compréhension de notre contexte et de l'ouverture des voies pour ce Congo nouveau dont nous rêvons, et qui est le Congo de la sortie de la médiocrité, et qui est le Congo de la construction de ce nouvel homme congolais, qui est au fond de ces livres de révolte. Pourquoi y a-t-il, pourquoi un jeune Congolais sent-il le besoin de se révolter? Et il se révolte contre qui? Il se révolte contre ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et cette révolte se fait sur la base d'une analyse qui va vers les fondements de notre médiocrité aujourd'hui. J'ai lu le présent livre du penseur Guillaume Manjol comme un magnifique condensé de ces trois points de vue sur le Congo d'aujourd'hui. Quels sont ces trois points de vue? Quand vous entendez les Congolais parler du Congo aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est le regard négatif que nous portons sur nous-mêmes, sur notre pays, sur notre classe dirigeante, sur les responsables de notre économie, sur la culture de l'homme congolais aujourd'hui. Nous sommes tellement négatifs par rapport à nous-mêmes que nous avons construit une culture de la négativité pour parler du Congo aujourd'hui. Vous voyez, c'est quand même symptomatique que le jour où nous devons nous rencontrer pour discuter sur la révolte métaphysique des jeunes Congolais, que nous n'arrivions pas à être tous à temps parce que des Congolais sont en train de barrer la route ou les routes de notre ville parce que
la classe politique ou les jeunes qui veulent une autre politique se révoltent par les routes et nous empêchent de nous retrouver ensemble. Ça, c'est le Congo qui nous frappe. C'est le Congo de la médiocrité. Guillaume Manjolo parle de ce Congo-là, c'est-à-dire des pathologies dont nous souffrons et dont chacun de nous est conscient. Il n'y a pas un seul Congolais aujourd'hui qui ne peut pas vous faire une litanie infinie des malheurs et des pathologies du Congo. Mais ce n'est pas cela qui fait la force de son livre. La force de son livre, c'est de nous montrer que derrière toutes les pathologies dont nous sommes devenus tous spécialistes dans les analyses de notre pays, il y a quelque chose qui relève du génie congolais. Et ce génie congolais existe. Ce génie congolais, il faut l'organiser. Ce génie congolais, il faut en montrer toutes les dimensions dans la manière dont, au jour le jour, les Congolais se battent pour cesser d'être, je dirais, zaïrois. Quand je dis zaïrois, c'est pour dire tout le mal que nous pensons de nous-mêmes. Mais nous pouvons sortir de cela si nous regardons le génie immense qu'il y a dans notre pays aujourd'hui, qu'il y a dans cette jeunesse qui se bat, qu'il y a beaucoup de penseurs congolais qui veulent un autre Congo, qu'il y a aussi auprès de nos inventeurs et de nos grandes figures de la pensée congolaise, dont certains sont dans cette salle et qui sont connus dans le monde comme des génies d'une grande nation capable de se transformer et de construire une autre Afrique. Guillaume Manjolo a pu, à travers les dialogues entre un père et son fils, donc son fils qui quitte la campagne, qui vient dans nos villes et qui tombe dans tous les malheurs de nos villes aujourd'hui, et qui découvre en même temps ce qu'il y a en nous et dont nous ne parlons pas souvent à nous-mêmes, c'est ces génies du peuple congolais. C'est notre regard. Et nous devrions aujourd'hui apprendre à bien parler du Congo. Nous devions apprendre à avoir un regard positif sur le Congo. Et nous devions apprendre à magnifier un certain visage de notre pays et de nous-mêmes et à éduquer les nouvelles générations pour qu'elles puissent être des générations de Congolais fiers, dignes, libres, qui entrent dans la grande ligne des grands Congolais comme Ximo Kimbangu, comme Lumumba, comme Malula et tous les autres que nous connaissons qui font que ce pays est un grand pays. Et Guillaume a eu cette ambition de pouvoir aussi nous montrer ce Congo. Enfin, il y a un autre regard, c'est le regard de ce que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Une utopie. Quel est notre rêve du Congo? Quelles sont nos utopies? Quelles sont nos nouvelles espérances pour ce pays? Comment faire pour que dans nos systèmes éducatifs, que dans nos médias, que dans nos églises, que dans les mouvements des jeunes, que dans les partis politiques, comment faire pour que le rêve du Congo soit grand? Que le rêve du Congo soit un rêve de puissance, que le rêve du Congo soit un rêve de créativité, un rêve d'invention permanente pour que nous soyons ce que nous devons être. Là aussi, à travers les dialogues entre le père et son fils, quelque chose se dégage de la grandeur de ce pays. Quelque chose se dégage de notre grandeur en tant que Congolais. Et le pari pour l'avenir du Congo, c'est le pari de pouvoir construire ces grands rêves congolais aujourd'hui. À ce moment-là, si nous entrons dans cette direction, ça en sera fini
du regard négatif, pessimiste, fataliste qui caractérise aujourd'hui beaucoup de Congolais. Il faut sortir de cela, entrer dans la grande utopie du Congo et nous engager alors à voir positivement notre pays. C'est cela qui, moi, m'a beaucoup frappé dans ce texte de Guillaume Banjolo. Et je crois qu'il serait bon que toute la jeunesse congolaise aujourd'hui apprenne à voir ce Congo avec les yeux de nos rêves, avec les yeux de notre engagement pour le changement. Déjà au prof de s'être déplacé jusqu'ici, je vais lui dire peut-être avec un peu plus de détails par rapport à ça, avant de répondre à ta question, mon cher Freddy. C'est un honneur pour moi d'être à côté du prof Kamana. Et pour la simple raison qui est celle-ci, lorsqu'on veut faire le mimétisme des pays qui marchent, des pays qui fonctionnent, de leur parcours, on découvre qu'effectivement, pour l'essentiel, notamment les pays du G7, du G5, les stars de ces pays-là sont des penseurs. Ce sont les penseurs, ce sont les grands philosophes. Ce ne sont pas les politiques, ce ne sont pas les hommes d'argent, ce sont plutôt ceux qui amènent la pensée dans la société, qui éclairent les autres, comme disait Héraclite. Et ça me rappelle un temps, ma rencontre avec Kamana m'a ramené à pouvoir me rappeler d'une lecture de lettres philosophiques de Voltaire, lorsqu'il arrive en Angleterre, qui s'informe sur les grands hommes. Alors on lui répondra pour lui dire qu'effectivement les grands hommes chez nous ici, ce n'est ni Cromwell, ni quelque roi que ce soit, c'est plutôt les gens comme Darwin, les gens qui ont la capacité de voir les autres sans rien demander à tout, parce que c'est leur génie dont on attend pour pouvoir permettre à la société de pouvoir s'accomplir. Alors en RDC, on a ces types de lumières, très peu malheureusement parce qu'on ne les voit pas, sauf quand ils font énormément d'efforts pour qu'on puisse parler d'eux. On a Moutibé, que j'ai connu à travers Kamana en personne. On a Kamana, on a Ngal. J'ai eu une opportunité extraordinaire de suivre les activités d'Elika Mokolo qui est dans la salle. Une sommité internationale. C'est pour moi une satisfaction particulière qui est d'être à côté de ceux qui sont censés être la lumière, les phares de la RDC. De les fréquenter, de parler avec eux, de me ressourcer auprès de tout. C'est une réelle satisfaction. Alors, pour revenir à ta question, et je pense qu'on va peut-être élaborer un peu plus par la suite, venir à la pensée, c'est participer à la célébration de l'intelligence, à la fête de l'intelligence. Nous sommes dans ce pays aujourd'hui qui n'a jamais mis en exergue la nécessité de pouvoir célébrer l'intelligence. Les gens s'autorisent des titres sur le fondement soit politique, soit financier, mais personne n'a jamais pensé un seul instant orienter la célébrité sur l'intelligence. Quelle est cette société qui peut se construire sans l'intelligence? Elle n'existait pas. Donc je faisais un relais avec les grands pays, notamment les conseils de sécurité, pour voir qu'effectivement tous ces pays-là ont honoré les leurs pour pouvoir asseoir une civilisation, une culture. Ça passe par la culture. Cette culture qui est compartimentée en art majeur, l'art majeur étant ici la pensée. Avant tout, il y a d'abord la pensée. Sans la pensée, il n'y a rien. C'est la pensée qui structure, qui organise, qui donne les orientations. Alors on a là un grand penseur, Kamana, qui non seulement est imprégné de la culture africaine, mais il est parti en Occident où il a pris les outils de la compréhension de la culture occidentale, mais qui lui permet aujourd'hui d'appréhender au mieux notre culture, au même titre que celle qui a précédé d'autres outils. Ce qui est intéressant dans ce que Kamana fait aujourd'hui, et là je dois parler absolument de lui, c'est qu'en lisant un des textes, un article très important qu'il a rédigé sur Mudimbe, il nous ramène vers une approche qui nécessite des lunettes africaines. Alors, il dit dans ce texte où il parle
d'un philosophe camerounais qui nous sort un néologisme particulier, la xénologie. La xénologie étant ici l'appréhension de l'autre. Mais cette appréhension de l'autre se trouve être avec les lunettes étrangères. Alors la question se pose, est-ce que l'Occident qui parle de nous a-t-il des outils, a-t-il plutôt des outils pour pouvoir appréhender notre vérité? Alors je me suis posé une question, c'est bizarre parce que moi-même nourris sans avoir les racines. Il est impossible, c'est projet sans avoir les racines. Et d'ailleurs, ça sera l'objet du texte prochain, les épîtres intempestives aux descendants de mes groupes, dont la première partie sera réservée à l'identité nationale, que je suis en train de construire, et avec les soutiens du prophète Kamokolo, qui je soumettrai pour sa sanction. Nous n'avons été un État au sens réel du terme que sur le fondement des massacres qu'on vient de passer entre 1885 et 1903. Et les Kamokolo nous dit, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Il y a un bloc du mépris du Congolais et des ravages extraordinaires. Et les Kamokolo nous dit, on ne peut pas faire la distinction entre 1885, de la période allant 1985 à 1960, en faisant ça en deux blocs. Non, c'est un seul bloc. Et je suis d'accord avec lui. Parce que, et je vais revenir à la question sur l'histoire, la controverse, je dedans, la controverse de Valladolid, et vous connaissez très bien Kamana, qui veut que la discussion entre Sepulveda et Las Casas 1550-1551 pour déterminer si les Noirs dans l'âme ou pas sortent du pouvoir, confirmer la nécessité de mettre en esclavage en tant que bête. Cette conception-là, c'est la conception occidentale de ce que nous sommes. Ça n'a pas été modifié dans leur tête, même si nous collaborons avec eux et tout ça. Et derrière ça, Elie Kamokolo dit, ça veut dire qu'on a coupé les têtes ici, en RDC, on a amené dans les laboratoires notamment, à l'ULB où j'ai été, les têtes des Congolais pour vérifier effectivement si le cerveau était composé congolais. Donc au moment où nous parlons, il y a encore des têtes des Congolais installés dans le laboratoire. Dans la culture, quand on est toujours dans la culture orale, généralement, quand on les livres trop, les Congolais disent. Oui, là aussi on va remonter l'histoire, parce que il y a eu une responsabilité qui revient à Kamana. Il est docteur en philosophie, des grandes universités, en théologie, tout ça. Mais je n'ai pas vu un travail qui a été fait par ceux qui ont fait le cursus philosophique chez nous sur la philologie. Et c'est intéressant qu'on puisse, tu parles de l'oralité, est-ce que nous avons été seulement dans l'oralité? Il me semble que non. Nous avons eu l'avantage d'avoir aggravé ce que nous pensions sur le masque, n'est-ce pas? Les masques ont une sorte, si on a la lecture exacte, on peut déterminer ce qui en sort. Si aujourd'hui on nous dit, voilà, effectivement, les signes mathématiques ont été découverts en RDC il y a 22-25 000 ans sur les ossements du Chambaud, c'est parce qu'effectivement il y a un acte, des transcriptions de son pensée ou des calculs sur un objet. Donc, et ça, pour qu'on puisse atteindre ou essayer d'appréhender cette connaissance-là, il faut que la philologie, parce que si on va en Égypte antique, quand on regarde, et heureusement on a le papyrus qui nous permet de pouvoir évaluer les choses, mais nous, je ne peux pas, je refuse d'accepter la xénologie qui dit on a été dans l'oralité. Non, on n'a pas été dans l'oralité seulement parce qu'on a fiché dans les masses, dans les tissus, un certain nombre de messages qui, si on remonte les temps, on sera en mesure de pouvoir expliquer, les appréhender. On n'a pas fait ce travail. Donc, ce que tu dis l'oralité, c'est la xénologie pure. Comment voulez-vous que les gens qui ont vécu dans l'oralité non, c'est pas son travail. Ce n'est pas son travail. Les ministères de la culture, c'est des prestiges d'un pays. C'est le plus grand ministère dans un pays. C'est celui qui vous indique qui êtes-vous exactement, quelle est la direction à suivre, comment faire les choses. Et je vois que les gens passent à la télévision, réclament le ministère de la Culture, au motif qu'ils ont organisé des concerts. La compétence de la gestion du ministère de la Culture
Et ça, ce n'est pas un syndicat des musiciens, malheureusement, on a compris. Mimons les gestes et les contenus, ne mimons pas seulement l'enveloppe. Savez-vous que nous sommes un des seuls pays au monde, si on est le seul, qui n'ait pas d'édition, qui n'ait pas de prix littéraire, de prix, où nous travaillons avec Kamana comme des artisans, nous travaillons à la main. Il n'y a rien en termes d'organisation de la société congolaise qui permet de pouvoir dire voilà, Kamana a sorti un texte. Il n'y a pas derrière la vision de notre politique, derrière la vision de notre gouvernance, derrière ce que nous vivons en tant que Congolais politiquement engagés, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de pensée derrière ça. Et à ce moment-là, que le pays soit séculé, signifie que nous avons besoin que la pensée jaillisse et puisse nourrir la politique du Congo. Je me souviens, le professeur Elikiam Bokolo est là, dans les années 80, il avait lancé à Paris un groupe d'intellectuels congolais que nous appelions le groupe Défi, où il y avait lui, il y avait moi, il y avait Anissé Mobé qui aujourd'hui nous a quittés. Et quelle était notre obsession? C'était de mettre à la disposition de dirigeants congolais une pensée qui soit fécondatrice pour une politique de grandeur et de puissance. Cette ambition continue. Et jusqu'à nos jours, qu'il y ait un livre comme celui-ci, ça montre que déjà en 80, nous avions raison de miser sur l'intelligence, sur la raison, sur la pensée, sur la capacité de faire travailler les politiques congolais sur un socle d'une pensée solide. Cela aurait évité au pays de tomber dans cette médiocrité que même ceux qui la construisent sont en train de dénoncer. Et quand je parle de ceux qui la construisent, la médiocrité congolaise, je parle particulièrement des églises. Parce que les églises au Congo construisent cette médiocrité parce qu'il n'y a pas de pensée derrière ce qui se passe au pays. Regardez-vous, faites l'effort chaque matin de regarder votre télévision congolaise entre 5h et 7h du matin. Et vous allez voir comment la religion détruit ces pays par manque de pensée. Parce que derrière, il y a des schèmes de pensée qui déterminent la manière dont les Congolais nous vivons aujourd'hui. Bon, je vous donne ces schèmes qui me frappent le plus. C'est par exemple de dire Jésus est la solution. Hein? Nous entendons tous dire ça. Jésus est la solution. Ou Dieu, il est bon. Parce qu'il est bon, il va nous donner la solution à tous nos problèmes. Et on arrive à des situations complètement loufoques où vous entendez, par exemple, les chanteurs dire Zambé Malamu. Zambé Zali Malamu, Zambé. Et puis on dit Apesa Kalibala, Azali Malamu. Comment ça Apesa Kalibala? Est-ce que les jeunes filles ne peuvent plus séduire les garçons? Aujourd'hui, il faut que Dieu donne. Mais une fois que vous mettez ces chaînes-là dans la tête d'un peuple, eh bien, ce peuple ne réfléchit plus pour trouver des solutions. Pire encore, nos grands éducateurs de notre peuple aujourd'hui, que sont les musiciens. Je crois que si on avait demandé, par exemple, avant de commencer la présentation du livre de Manjolo, que Rasson nous présente quelque chose, on aurait toute la salle ici, complètement... nous serions remplis, il y aurait même des gens dehors. Mais ce serait pour entendre quoi?
C'est des choses incroyables comme type Chimé-Coli. Et on est content d'entendre Saou Fali serait venu nous chanter un peu et loco. Et nous serions tous là-dedans en train de danser. Mais nous dansons quoi? Eh bien, nous dansons ce qui nous ramène, et c'est ça la faiblesse de notre pays aujourd'hui. En sortant d'ici, Dieu m'a béni, j'ai ramassé 5 $. J'ai dit, 5 $, comment? Il dit non, c'était froissé, c'était au sol. Et par contre, je n'avais pas de transport, j'ai trouvé ça, c'était vraiment une bénédiction. J'ai dit, dis-moi, quel est ce Dieu-là? Puisque ces 5 $ viennent d'une poche misérable. Les gens qui ont la fortune ne froissent pas de l'argent, ne passent pas par ces sentiers-là. Jamais. Donc c'est un pauvre qui passait par là, qui a fait se trouver ces 5 $, ces misérables 5 $. Et toi tu es content qu'il y a un Dieu dont la spécialité c'est d'arracher aux pauvres pour donner à d'autres pauvres. Il y a un problème. Il y a un certain problème, c'est dire à quel point nous avons dénaturé la verticalité. Je pense que dans ce pays, nous devons apprendre à expliquer aux uns aux autres, de faire la séparation définitive entre la verticalité, la foi qu'on peut avoir, la croix qu'on peut avoir, son devenir d'après la vie et la vie en société. On mélange un peu tout, donc c'était juste pour dire cet aspect-là par rapport à la dénaturation. Et les pasteurs font partie de ceux, en tout cas à plus de 90%, qui sont la clé de la société, qui nous enfoncent, qui sont les undertakers, comme on dit en anglais, les fossoyeurs de ce que nous sommes. Et je pense qu'il faut de temps en temps rappeler ça, c'est nécessaire par rapport à l'avenir de notre pays. Je pense que le pasteur Boy dans la salle pourra répondre peut-être. Ok. Adam, vous avez la parole. Merci. On commence par applaudir les intervenants. Mais très fort. C'est une présentation de l'ouvrage, évidemment, qui s'est étalée sur des réflexions pertinentes, certaines réalités de notre société. Le débat est véritablement très intéressant. Et vous êtes fixé sur la pensée de Guillaume Angelo. Guillaume, que je connaissais de nom, parce que entre nous parlons un peu et nous avons eu tous les deux l'occasion de voyager ensemble, de Kinshasa jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles jusqu'à Paris, pour discuter avec d'autres Congolais des affaires de notre pays et voir à quel point c'était absolument ahurissant que des personnes qui prétendent exercer des fonctions politiques éminentes pensent exclusivement au niveau du ventre. Donc si quelqu'un prend des positions, c'est parce qu'il veut bouffer. Alors cette manière de voir des choses nous a surpris et un peu scandalisés. Et j'ai découvert qu'il y avait là un avocat, journaliste, écrivain, philosophe, avec lequel je me sentais très très proche. Parce qu'il met des priorités sur des choses sur lesquelles les gens ne mettent pas la priorité. À un moment donné, comme on a parlé de notre groupe des filles à Paris, nous avons pensé faire la même chose ici, notamment en circulant dans les quartiers pour dire aux parents que les enfants avaient besoin de lire et plus tard d'écrire des livres de philosophie, d'histoire, des romans, des livres de fiction. Et une maman se lève, si je me rappelle bien. Ma question est simple, des formations professionnelles. Je suis ingénieur, je suis un pragmatique. Par où est-ce qu'on doit commencer pour cette véritable révolte? Par où est-ce qu'on commence pour que les mentalités changent? Ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'on nous bassine qu'il faut changer nos mentalités. Mais par où est-ce qu'on commence? De façon pragmatique et claire. Merci. Pendant qu'il était en train d'intervenir, il a écrit beaucoup de fois les concepts médiocres, les qualificatifs médiocres. Et je voudrais savoir ce qu'on a comme impression, les intellectuels congolais, son savoir est plus théorique, son savoir n'est pas vraiment pratique. Je viens tout juste à la suite de ce que l'ingénieur dit tout à l'heure.
si on doit commencer à lier et nos pratiques et ce que nous avons réussi, parce qu'on est vraiment des répétiteurs scientifiques, on fait quoi pour vraiment les changer? Et très souvent, ce qui dans nos discussions intellectuelles, on n'associe pas ce qui souffre de la pensée, on n'associe pas ce qui n'a pas connu la conscience de la pensée. On aide le plus bas, le plus faible, avec quels actes pour que cela puisse aussi aller de l'avant. Merci. Notamment sur la situation de M. Héréo d'Ambassade, freudien, lacanien, psychanalyste, lettré, philosophe, tout ça. On parle quelque chose de pas l'essentiel. Les pays comme ça. Maintenant, Alfred, oui, c'est vrai qu'on a un problème sérieux par rapport au ministère de la Culture. Vous verrez qu'effectivement, dans la discussion, je pense que je peux prendre à témoin un ami et frère qui est dans cette salle, était très grand ministre de l'EPSP, avec qui j'ai collaboré sans cesse. D'ailleurs, à l'époque, je pense qu'il a lutté pour jusqu'à avoir la citoyenneté collée à son ministère. Et l'EPSP, je cite ici mon ami et frère actuel. C'est dire à quel point il y a des gens qui pensent déjà à une discussion politique, c'est là ce qui dit en fait, c'est pas toujours évident d'avoir cet aspect-là incorporé dans la discussion politique, parce qu'on ne donne pas de la valeur à ça. La culture n'a aucun intérêt, c'est irrégulier, les réflexes, et que la culture c'est la musique. C'est ça la réflexe. Donc, les trois quarts des dirigeants, lorsqu'ils sont à la table de discussion pour parler, partage, tout ça, personne ne fait la culture, personne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une attention à la cité, tous les mécènes de la musique se proposent de prendre leur ministère, parce que c'est leur ministère. C'est un peu ça la conception. Et on peut faire les choses autrement, de manière artisanale, c'est ce qu'on essaie de faire. Cet texte est produit de manière artisanale. Et vous allez trouver effectivement il y a encore des quelques ratés ici, ici, là, tout ça, parce que vraiment c'est fait à la main par des gens qui donnent du temps pour dire de la qualité que vous faites sur le terrain, et on dit ça s'appelle sur le terrain, on fait les choses sur le terrain. Et monsieur l'ingénieur, par rapport à comment est-ce qu'on peut faire, mais on peut commencer un premier exercice ici sur place. Il faut commencer par éduquer les jeunes dans cette perspective. Vous-même, si vous saviez ce qu'on dit sur votre élection. Mais je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire parce qu'il y a vous portez un nom qui déjà indique ce qu'on peut vous reprocher d'être. Rien que votre nom. Il y en a beaucoup à qui on reproche, qui ont le même nom que vous, on les reproche maintenant d'être dans le cercle des conseillers, comment on dit, pléthore de conseillers, où 90% viennent des gens qui ont un nom comme le vôtre. Donc ça, c'est la culture congolaise dont il faut sortir, d'où il faut faire sortir les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils pensent une politique rationnelle et qu'ils aient des valeurs pour lesquelles on va au vote. Je commencerai par là, c'est-à-dire le débat avec les jeunes, par exemple, sur les élections. Pourquoi y allons-nous et que cherchons-nous? L'autre question, c'est on fait quoi? La dernière? Oui, on fait quoi? Eh bien, on s'attaque à la culture de l'homme congolais. Donc vous avez dit, est-ce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses sur l'homme congolais? Non, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a le génie congolais dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce génie congolais, il est dans le mal, mais il peut être transformé en bien. Si vous voulez que je vous donne des exemples du génie congolais dans le mal. Vous savez comment nous entrons aux États-Unis? Nous y entrons parce que nous avons compris que la famille est une grande valeur aux États-Unis. Et que, comme Michel et Barack, il faut donner l'image de quelqu'un qui respecte la famille. Alors les Congolais ont inventé le respect de la famille en commençant par faire des mariages qui permettent qu'on puisse divorcer facilement. Alors quand vous divorcez avec une Américaine, vous
pouvez épouser votre soeur au Congo, et puisqu'on défend la famille, votre soeur viendra là-bas. Si vous divorcez avec elle 6 mois après, et qu'elle peut aussi avoir votre frère ici, comme futur mari, et vous prenez votre autre soeur, au bout de 5 ans, vous avez toute la famille aux États-Unis. C'est une invention congolaise. Oui. Il y a des inventions congolaises comme épouser 5 femmes françaises dans 5 villes différentes et vivre avec des allocations familiales. On le fait. Et le Congolais, nous avons un génie énorme dans l'invention des solutions. Mais on peut transformer ces génies du mal en génie du bien. Et tout le problème, c'est de s'attaquer à cette culture. Vous mettez les noms et puis... Alors, certainement. Hein. Ah, d'accord, ok. Oui, oui. L'identité congolaise n'a jamais été définie depuis l'indépendance à ce jour. Depuis qu'on a recouvré cette indépendance particulière, on n'a jamais dit c'était quoi être congolais. Dans ce texte, je n'ai pas abordé de manière approfondie ce sujet. J'en avais parlé sommairement dans ma nation, mais je projette pour en parler de manière tout à fait précise et approfondie avec les prochains textes, les épîtres adressés aux descendants de Bécopé, et je ferai cette partie-là particulière, enfin, la première épître, je la ferai avec Elika Mokolo, dans laquelle je parlerai de l'identité nationale, de l'identité congolaise, l'identité malheureuse et heureuse. Et par conséquent, quand on aura fini ce travail, semble-t-il, on aura peut-être une approche différente de l'identité congolaise qui n'a toujours pas été faite.